Alors en fait, il n'existe pas de définition de cybercriminalité. On pourrait penser que ce sont en fait des infractions qui se commettent sur Internet, mais ce n'est pas que ça. La cybercriminalité, en fait, c'est une extension de ce qu'on fait tous les jours, à compter du moment où il y a du numérique, ou alors qu'on touche des infractions qui sont prévues par le loi Godefrein et tous les empilements de lois qui ont été faites depuis l'établissement de la loi Godefrein, et on en découvre tous les jours. Depuis le 5 janvier 1988, la loi Godefrein s'inscrit comme le socle d'une série de lois qui renforcent le dispositif légal de lutte contre la cybercriminalité. Ces lois font référence à la sécurité quotidienne, la prévention de l'indélinquance comme des messages violents ou encore pornographiques. Ben, elle évolue en fait très très vite, elle évolue plus vite que nous, de toute façon. Elle est polyforme en fait, hein, puisque ça change tout le temps. La mafia aujourd'hui est dans la cybercriminalité, elle n'est plus dans dans les braquages de fourgons de la Brinks, hein. Les gens qui braquent aujourd'hui les fourgons de la Brinks, ce sont en fait souvent des gens qui sont des petits délinquants. Et c'est plus les grands parrains d'antan qui organisaient les braquages des camions, par exemple. Aujourd'hui, la mafia, elle est dans l'escroquerie à grande échelle sur Internet, dans les mouvements bancaires, dans les atteintes au système de traitement automatisé, dans les rackets organisées en fait en attaque en déni de service, etc., etc. Selon Nicolas Courtier, la cybercriminalité a évolué de façon linéaire. Dans les années 80, la valeur informatique se situait dans le matériel. Dans les années 90, la valeur est passée dans le logiciel pour aujourd'hui se situer dans le système de traitement automatisé des données. Tout ce qui relève des enquêtes est fait par l'État, hein, contrairement au système américain où les parties mènent leurs propres enquêtes. Donc, une personne qui estime être victime d'un fait qui relève d'une qualification délictuelle, que ce soit cybercriminalité ou autre chose, a le choix entre pousser la porte au commissariat ou une gendarmerie géographiquement compétente pour déposer plainte, ou effectivement demander à un avocat de le faire directement auprès du parquet en rédigeant une plainte. Dans ces domaines qui sont souvent un peu techniques, certains effectivement font appel à nous. Par contre, si un employeur découvre des images qui n'ont pas lieu d'être sur l'ordinateur de son salarié, il va tout simplement aller déposer plainte. À partir de là, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, le parquet qui a l'initiative des poursuites en France et qui décide si une enquête va être ouverte ou pas. Il faut savoir qu'en cybercriminalité, il y a très très peu de plaintes qui viennent directement des parties ou qui viennent du parquet. La plupart des belles enquêtes qu'on a faites, donc, où est-ce que vraiment on arrête du bon pirate, on arrête des gens très intéressants en termes de délinquance intellectuelle, ce sont uniquement en fait parce que les enquêteurs ont tissé des liens avec les entreprises, il y a eu une confiance qui s'est établie entre les enquêteurs et l'entreprise, les dirigeants d'entreprise, et les magistrats, et là on traite l'enquête. Mais les enquêtes, les bonnes enquêtes arrivent rarement en fait en termes de soit transmis judiciaire. Voilà. Ensuite, une fois que l'enquête elle est lancée, on travaille. Alors on travaille toujours avec une partie, même dans les gros dossiers techniques, dans les gros dossiers de criminalité informatique complexes, où on sort même du territoire. On travaille toujours avec une partie de police judiciaire traditionnelle, hein. Les filatures, ça existe toujours, on sera toujours obligé de les mettre. Par contre, où on évolue énormément aujourd'hui, c'est dans les nouveaux droits que le législateur nous a donnés, c'est-à-dire en fait la cyberinfiltration, la téléperquisition, ce sont en fait beaucoup d'armes qui nous ont été attribuées il y a quelques années, qu'on met en œuvre tout doucement. Par exemple, la cyberinfiltration a été votée il y a déjà un an, on la met en œuvre qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on audite les dossiers. Avant de prendre le dossier, on l'audite et on essaye de se caler à 6 mois, voire un an maximum pour le traitement d'un dossier. Quand je parle d'un dossier, c'est un gros dossier. C'est-à-dire qu'on essaie quand même d'accélérer les choses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la phase polyjudiciaire que nous on traite, il va y avoir la phase d'instruction. Et la phase d'instruction, qui va également être d'un temps qui ne sera peut-être pas forcément compressible. Et si c'est pour débuter un dossier en 2011 et qui passe en jugement en 2014, ça ne sert à rien. On travaille en revanche avec, et ça c'est ce qu'on a mis en place ici, c'est de travailler de consort d'abord avec des entreprises, même qui sont des entreprises privées, hein, qui peuvent nous apporter une aide dans le fait de dessouder un composant, de l'analyser, de voir ce qu'il y a dedans, etc. Et on est très très ouvert avec les services étatiques des pays étrangers. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut aller vite, parce que le cyberdélinquant va très très vite,
Et on est obligé d'avoir recours, par exemple, à des collègues qui sont dans les services secrets américains. Il faut savoir que les services secrets américains sont en France, hein. Ils ne sont pas qu'aux États-Unis. Donc on travaille avec eux, on travaille avec le FBI, on travaille avec Interpol, et on travaille très rapidement comme ça. Parce qu'on ne peut plus se permettre de perdre du temps, de demander des commissions régulatoires internationales qui prennent un temps considérable et qui nous font perdre du temps. Voilà. Donc on utilise les moyens légaux de justice, on utilise aussi les réseaux de connaissances pour aller plus vite et pour récupérer des informations qui nous intéressent. Voilà. Spécifique, mais dans notre droit, on a quand même aussi des règles un peu générales qu'on peut appliquer à Internet ou à d'autres domaines. Par exemple, je pense à un article très connu dans le Code civil qui date de Napoléon et qui dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel c'est arrivé à réparer. » Ça veut dire on fait une faute, il y a un préjudice, on doit réparer. Et ça pouvait être invoqué sur Internet ou pour d'autres fautes. Et puis finalement, le législateur, après des hésitations, a finalement pris quelques lois dans la matière. Et une très importante qu'on utilise souvent ou à laquelle on fait souvent référence, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, si mes souvenirs sont bons, qui est la première grande loi en France qui a fixé des grandes règles applicables sur Internet. De toute façon, il y a un socle de législation qui s'applique toujours. Et tous ceux qui, avec l'arrivée d'Internet, ont essayé de dire on ne connaît pas, donc il y a un vide juridique, se sont cassés les dents, parce que les juges se fichent de savoir si vous avez fait du tort à quelqu'un en prenant un marteau ou un ordinateur. Les infractions de droit commun qui étaient en fait basculées un peu au niveau du cybercriminel, parce qu'en fait on trouvait une appointance du côté informatique, n'étaient pas tellement sanctionnées. Sur les 3 dernières années, pour des faits d'introduction dans les bases dans les systèmes de traitement automatisé de données, pour des escroqueries en bande organisée, pour de la divulgation de renseignements, divulgation de données, etc., les gens, on les a mis en prison. Donc c'est une évolution énorme, parce que moi j'ai commencé à traiter de la cybercriminalité en 2000. En 2000, j'avais mis des gens en prison. Alors, c'est pas parce qu'on les met en prison qu'ils sont, c'est des méchants, ou alors c'est les plus forts. Mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a une graduation aujourd'hui de la peine. Dans le temps, on n'allait pas en prison pour de l'informatique. Aujourd'hui, on y va. Selon Nicolas Courtier, il existe 3 grandes difficultés. Premièrement, la faute est volatile, elle peut disparaître à tout moment. Deuxièmement, il est difficile d'identifier l'émetteur qui peut se cacher derrière un pseudo ou un ordinateur public. Enfin, le système judiciaire n'évolue pas aussi vite que l'informatique. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place et de vulgariser des systèmes qui vont être donnés à la portée de tout le monde pour s'anonymiser, pour chiffrer ces données. Adopi, par exemple, a eu un revers énorme pour nous, c'est qu'en fait, Adopi a fait qu'il y a des réseaux sur Internet qui sont mis des réseaux et où le protocole est chiffré et où les transactions sont totalement chiffrées. Et bien, quand c'est chiffré, on n'a pas le temps de déchiffrer. C'est pas qu'on n'a pas les moyens de déchiffrer, c'est qu'on n'a pas le temps de déchiffrer. Parce qu'une enquête, elle doit être rapide. On n'a pas pris conscience encore aujourd'hui de ce qu'est la cybercriminalité. Les enquêteurs qui sont spécialisés dans ce domaine-là, ou les passionnés de ce domaine-là, ont probablement déjà pris connaissance et prennent conscience en fait de l'impact que ça va avoir dans quelques années. Mais je pense qu'au niveau judiciaire, on risque d'être un peu à la ramasse, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, pour faire comprendre à un magistrat la technique, c'est compliqué, parce que tous les magistrats ne sont pas forcément ouverts à l'informatique. Les lois qui sont sorties en fait sont quelquefois des lois qui sont un peu utopiques. Plus vous laissez de traces de votre nom, de votre prénom, de votre identité quelque part, et plus en fait on peut usurper votre identité. Et ça c'est clair. Mais au même titre que votre voiture, on peut prendre votre numéro et puis faire une doublette avec une plaque d'immatriculation et on usurpe votre identité sur la plaque d'immatriculation. Aujourd'hui, je dirais que c'est pas. Bon, d'abord, il faut vous protéger. Il faut déjà avoir un système sur lequel vous avez des patchs, vous avez des antivirus qui tournent, qui sont à jour, etc. Même si ça, c'est pas garanti de tout. Mais moi, je pense que ce que les jeunes n'ont pas pris conscience, c'est en fait du résiduel qui reste sur Internet. Hein. En fait, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez, tout, ça ne part jamais.
Et ça, les gens ne le savent pas. Et tout le monde se dit, on prend un profil Facebook, parce que si on n'en prend pas un, on va nous le prendre. Donc en fait, je préfère m'installer moi-même sur Facebook et marquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous mettez, il n'y aura rien d'effacé. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on utilise, le citoyen lambda utilise même pas 10% d'Internet. Il y a 90% qui est derrière, qui s'inscrit à vie, où là, les entreprises ont les moyens de payer pour avoir des bases de données spécifiques qui vont chercher dans ces données qui n'apparaissent plus. Et la preuve, c'est que aujourd'hui se crée un nouveau business, des sociétés de e-réputation en fait, hein, qui essayent d'enlever vos traces, mais en fait, elles n'enlèvent pas vos traces. Elles font des traces blanches par rapport aux traces noires qui étaient restées. So we back. Bassnet.